internautes, bonjour. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition d'Informatique News Hebdo, édition du 21 septembre 2020. Pour décrypter et analyser l'actualité informatique et télécom de la semaine, je suis, comme chaque semaine, en compagnie de Guy Hervier. Bonjour Guy. Bonjour Jean-François. Alors Guy, cette semaine, on commence par un grand classique, j'allais dire, du secteur, les fameuses mises à jour de Windows, avec Microsoft qui prend de bonnes résolutions, finalement, parce qu'elle décide de regrouper les mises à jour de cette manière. Alors, je n'oserais pas faire l'analogie avec la simplification administrative, mais en tout cas, l'idée, c'est effectivement de simplifier ces mises à jour. Donc, oui, c'est comme la simplification administrative, c'est déjà un sujet qui est largement revenu sur le tapis. Oui, sans revenir, sans aller trop dans le détail, en fait, vous avez deux choses qui doivent être synchronisées, les SSU d'un côté et les CU de l'autre. Alors, les SSU, c'est les Servicing Stack Update, donc ils sont inclus de temps en temps dans les Patch Tuesday, qui, comme chacun sait, c'est le deuxième mardi de chaque mois. Et donc, il y a une SSU, pas tous les mois, mais de temps en temps. Et puis après, vous avez dans les Windows Update, vous avez la mise à jour de nouveaux fichiers. Donc, ça, c'est le Cumulative Update, donc la mise à jour cumulative. Et donc, elle qui intervient tous les mois. Et donc, l'idée, c'est que... Enfin, l'idée, c'est plus qu'une idée, c'est... La pratique veut qu'il faut avoir le bon SSU pour pouvoir gérer la CU correspondante. Et donc, Microsoft a eu la bonne idée de synchroniser les deux et d'envoyer ça dans un seul et même paquet. Et donc ça, ce sera à partir de la Windows 10 20.04, qui, comme son nom ne l'indique pas, ne date pas de 2004. C'est avril 2020 qui a été en fait annoncé en mai, un petit peu tardivement, comme ça à chaque fois. Du Covid, on imagine ça peut... Et donc désormais, les choses seront... Alors ça, évidemment, pour monsieur tout le monde qui utilise son PC chez lui, ça ne change pas grand-chose. Je dirais que c'est plutôt pour tout ce qui est administrateur de postes de travail dans les entreprises, donc ça devrait néanmoins simplifier un peu le travail. Alors évidemment, ça, on attend, on est à Windows 10, on attend la prochaine version, donc quelle sera-t-elle? Est-ce qu'on aura une grosse version comme on a d'habitude, ou est-ce que ce sera plutôt des mises à jour régulières? Enfin, tout ça, il y a encore une inconnue. Vous vous souvenez, les mises à jour de Windows, c'était tous les 3 à 5 ans, c'était pour les entreprises un véritable casse-tête. Est-ce que les choses vont changer? On verra, mais en tout cas, pour l'instant, c'est une simplification qui est bonne à prendre et on la prend comme telle. Surtout qu'en plus, à l'époque où, avec les ransomware, enfin tout ce genre de pratiques liées à la sécurité, la mise à jour, elle devient de plus en plus importante. Il faut le faire sans attendre. Dès que possible. Alors, ça, c'était un sujet, j'allais dire traditionnel. Le sujet un peu plus original, on en avait déjà un petit peu parlé, c'est la fameuse initiative Gaia X sur le regroupement des offres d'opérateurs de cloud européens. Alors après la théorie, j'allais dire la pratique, parce que OVH et peut-être un partenaire qu'on n'attendait pas, Deutsche Telekom, on décide d'avoir une offre commune autour de cette norme, je ne sais pas si le terme norme d'ailleurs convient, mais exactement. Gaia X. Donc l'idée, il y avait comme disait la théorie, c'était une déclaration de principe en disant qu'il faut que l'Europe devienne un opérateur, enfin ait des opérateurs de cloud qui soient dignes en tout cas être capables de lutter contre les grands opérateurs américains. Et puis donc ça, c'est parmi les étapes qu'on va voir arriver. J'espère c'est la première pierre à l'édifice, si je puis dire. Donc ça, c'est un accord entre OVH et Deutsche Telekom, comme vous l'avez mentionné. Alors on pourrait se dire d'ailleurs, entre parenthèses, pourquoi pas OVH et Orange, mais peut-être que Orange était un peu plus concurrent. Pourquoi pas Orange et Deutsche Telekom, parce que historiquement, c'était des partenaires. Voilà, c'est une première étape. Il faut quand même préciser que c'est une initiative autour de OpenStack, donc la pile OpenStack. Donc c'est quelque chose d'un peu particulier qui est plutôt destiné aux fameuses OIV, donc les opérateurs d'intérêt vitaux, et puis tous les entreprises, je dirais, à orientation un peu stratégique. Parce que OpenStack, finalement, c'est une filière qui est un peu spécifique et un petit peu en dehors de l'offre globale du cloud traditionnel. Du cloud traditionnel. Donc c'est quelque chose d'un peu spécifique, mais en tout cas, c'est une avancée intéressante. Il y a beaucoup pour OVH quand même. Voilà, et qui montre que finalement OVH devient
oui, un hébergeur, un opérateur digne de son nom. Européen qui tient la route, parce que pour que Deutsche Telekom, qui est quand même le plus gros opérateur télécom européen, bien sûr, s'associe avec OVH, donc c'est une belle réussite. Pour les équipes d'Octave là-bas. Alors Guy, on passe à la séquence rachat, j'allais dire plus financière de notre compte rendu de la semaine. Et on commence par un gros mouvement en termes financiers, parce que c'est Nvidia, fabricant de cartes graphiques bien connu, qui rachète ARM, un fabricant, mais fabless, comme on dit, de processeurs, qui motorise notamment, si on prend plus le terme, tous les smartphones de chez Apple. Et un achat quand même plus de 40 milliards de dollars. 44 milliards. Alors, effectivement, c'est un rachat très important. Ils ont racheté ça à SoftBank, ils l'avaient acheté en 2016 pour 31 milliards de dollars. Et d'ailleurs, vous vous souvenez, on s'était dit pourquoi SoftBank rachète ARM. Bon, maintenant on a la réponse, hein, 15 milliards de... 44 moins 31, ça fait 13. En 4 ans, c'est quand même pas mal. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, effectivement, ce rachat d'ARM par Nvidia peut inquiéter un peu donc les Qualcomm, les Intel, les AMD, les Apple, parce que Nvidia maintenant va avoir à la fois la possibilité de fabriquer, puisque ARM a un modèle ouvert, et donc Nvidia va peut-être avoir la tentation d'utiliser les licences ARM pour lui-même, pour avoir à la fois la maîtrise des processeurs et des GPU. Mais ça, c'est à très long terme, hein, et puis c'est, j'irais dans le cadre de l'Internet des objets, enfin c'est pas pour demain, mais en tout cas, on voit bien que Nvidia est en train de mettre ses pièces du puzzle, et je vous rappelle en particulier qu'il a des ambitions très fortes dans le domaine du HPC, puisque vous vous souvenez que les deux grosses annonces d'IBM dans le HPC avec Sierra et Summit, qui étaient les numéros 1 et 2, puisqu'il y a eu le japonais là, qui a écrasé tout le monde, mais en gros, ils étaient fournisseurs avec le power d'IBM, c'était eux qui fournissaient les GPU de ces systèmes-là. Donc on voit bien que Nvidia entend de devenir un acteur à proprement parler, pas seulement en périphérie pour les jeux vidéo, mais un acteur central à la fois pour les serveurs et puis les infrastructures modernes. Donc effectivement, ça peut poser question pour... Ceci étant dit, les régulateurs, puisque vu la nature du dossier, les autorités de la concurrence européenne, américaine vont quand même regarder le dossier de près, et ça peut peut-être bloquer d'ailleurs à ce niveau-là. C'est possible. Pour l'instant, il n'y a pas eu d'écho dans ce domaine. Effectivement, c'est une grosse opération, donc il est possible que ce soit bloqué. Mais en tout cas, pour l'instant, il n'y a rien eu de tel. Donc, enfin, en tout cas... Suite au prochain épisode. Voilà. Alors on continue, Guy, sur cette séquence de rachat, un rachat beaucoup plus, j'allais dire, modeste. Oui. C'est Pure Storage qui renforce aussi ses compétences avec un rachat cette semaine. Donc c'est une société pour 370 millions de dollars, une société qui s'appelle Portworx. Et donc l'idée, c'est d'être capable de mieux gérer le stockage cloud quand on fait intervenir des containers, parce qu'effectivement, quand vous savez, les containers, ça vit et ça meurt un peu comme les papillons. Donc, et donc il faut avoir un stockage persistant pour pouvoir suivre cette évolution permanente des containers. Donc Portworx est un module technologique qui permet Pure Storage de se positionner sur ce marché quand même important des conteneurs. Et puis Guy, on conclut ce passage en vue, en bref, de l'activité par... alors pas un cocorico, mais en tout cas, on parle de Snowflake, dont on avait reçu d'ailleurs, on voit l'image à l'écran, l'un des cofondateurs, Benoît Dashville, dans nos studios il y a maintenant un peu plus de 2 ans, qui est donc introduit en introduction en bourse assez spectaculaire. On peut même dire phénoménal, puisque en gros, c'est une entreprise qui est valorisée à 67 milliards de dollars, introduction en bourse à 120, et donc l'action a quasiment doublé à 250 dollars. 250. C'est une société qui a été créée par 2 anciens, donc ex-Oracle des Français, donc Thierry Cruanès et Benoît Dashville, donc c'est une belle réussite. Quand on réfléchit, alors ils font quoi? Ils font de data warehouse qui est conçu dans le cloud, hein. C'est leur marque de fabrique. Quand on réfléchit, 67 milliards de dollars de capitalisation boursière, IBM c'est 110 milliards, donc vous voyez que c'est quand même, ça donne un peu, c'est une introduction en bourse qui est supérieure à celle d'Uber, donc là aussi. Oui, c'est pareil. Ça marque. Pour en plus un produit quand même très techno, quoi.
c'est pas très glamour. Un peu spécialisé, donc c'est étonnant. Et alors, dans les... Bon, il y a évidemment pas mal de petites histoires qui vont aller avec cette introduction en bourse, mais Warren Buffett a fait une opération aussi. Alors, il sait Salesforce, mais bon, ça c'est un peu plus corporate, si je puis dire. Mais Warren Buffett, lui aussi, il a participé à cette introduction en rachetant des actions. Et je ne sais pas si vous vous souvenez de sa déclaration qui disait qu'en fait, il n'investissait que dans des entreprises dont il comprenait ce qu'elles faisaient. Ou le modèle. Je ne suis pas persuadé qu'ils comprennent vraiment ce que fait Snowflake, mais en tout cas, il a fait une excellente opération. Historiquement, les fonds c'est Berkshire, le fonds de Buffett n'est pas présent sur les IPO. Hein. C'est vraiment une exception. Oui, absolument. Donc ce qui incite quand même, c'est-à-dire supplémentaire de peut-être... Mais en tout cas, là, c'est un gain à très court terme. Oui, on sait c'est pas vrai. Comment... Oui. Une bonne affaire. Guy, je propose qu'on passe maintenant au sujet de la semaine. En l'occurrence, vous avez voulu rebondir sur la sortie d'Emmanuel Macron sur la 5G et les Amish. Et donc l'idée, c'est évidemment de refaire le point sur ce dossier 5G, la difficulté à le mettre en avant, la mise aux enchères qui arrive à la fin du mois. Voilà. C'est ça. En fait, c'est pour ça qu'on en parle. C'est parce que Sébastien Soriano, qui est le patron de l'ARCEP, le 7 septembre, a annoncé que le 29, il y aurait la mise aux enchères. Donc les 4 opérateurs français vont pouvoir concourir et donc enchérir, hein, c'est le but. Vous vous souvenez que ça avait été prévu un peu plus tôt, il y a quelques mois, ça a été repoussé pour raison de Covid. Donc ça, c'est la première chose. Et donc à cette occasion, Emmanuel Macron a fait une présentation devant des startups de la French Tech. D'ailleurs, à ce titre, il avait enlevé sa cravate, il avait mis le pins Cocorico de la French Tech. Et donc, c'est là où il a fait des digressions sur, en gros, l'innovation technologique. Et il fallait absolument avancer dans cette direction, avec des remarques que tout le monde a reprises, hein, sur le modèle Amish et puis la lampe à huile. On ne reviendra pas là-dessus. Mais néanmoins, ça pose quand même un certain nombre de questions. Alors, la première, c'est la fracture numérique. C'est vrai qu'on va vers la 5G. On sait tout ce que la 5G peut apporter, non seulement, je dirais, en termes de débit, mais aussi en termes de latence, qui va permettre de faire des choses qu'on ne faisait pas avant. Et l'idée, c'est pas de faire mieux, c'est évidemment de faire mieux, mais c'est aussi de faire des choses qu'on ne faisait pas avant, comme par exemple les opérations à distance, ou comme par exemple les véhicules autonomes. Ça, il faut la 5G pour ça. Bon, est-ce que c'est utile ? Et tout ce qui est autour de l'Internet des objets, qui sera plus facile grâce à la 5G. Exactement. Donc ça, on sait qu'on va dans cette direction. Mais est-ce que c'est pas un peu la fuite en avant ? C'est un peu le syndrome du TGV, c'est-à-dire qu'en gros, on mise tout sur la 5G et vous allez dans encore pas mal d'endroits en France où il n'y a pas la 4G. Donc ça, c'est un premier problème. Il y avait un autre problème qui a été posé, c'est évidemment, tous les défenseurs de l'environnement ont dit oui, mais est-ce que ça pose pas un problème ? Donc principe de précaution, etc. On a déjà dit ça pour la 4G. On a déjà dit ça, donc il y a ce problème-là qui a été mis en avant. Il y a aussi le problème, est-ce que la 5G ne nuit pas à la santé ? Donc il y a évidemment tous les complotistes du monde qui sont allés dans ce sens. Il y a un autre problème aussi qui est posé, qui est celui de l'indépendance technologique et puis de la sécurité nationale. Donc ça, évidemment, on sait que les Chinois avec Huawei sont très en avance, sont en avance dans la 5G. Les opérateurs français se sont déjà engagés avec Huawei, alors que les États-Unis et l'Angleterre ont mis un terme. Donc, et puis on sait que de l'autre côté, Nokia et Ericsson ne sont pas tout à fait au niveau de Huawei, que éventuellement si on part avec eux, ce sera sans doute plus cher. Donc ça pose quand même pas mal de questions, sachant qu'il y a aussi le problème de la sécurité. Huawei, on se souvient quand même que c'est un fabricant chinois. Voilà. Donc voilà. Très proche. Et alors, donc ça c'est quand même pas mal de problématiques qui ont été relancées à cette occasion-là. Et puis donc il y a eu un sondage IFOP qui a été réalisé également à cette occasion-là, qui montre, alors on ne va pas donner tous les chiffres, mais qui montre que, quasiment tous les Français ont entendu parler de la 5G, donc ça nous rassure, mais néanmoins, il y a deux tiers des Français qui sont favorables à ce qu'on aille dans cette direction-là, mais il y en a quand même 1 sur 2 qui pensent que l'idée d'un moratoire, donc un moratoire, c'est-à-dire qu'on n'arrête pas, mais on arrête, on réfléchit, puis on voit ce qui se passe. 1 Français sur 2 qui pense
qui sont assez favorables à ça. Donc vous voyez que finalement, il y a quand même un courant en ce moment qui fait que les innovations qui, il y a 10-20 ans, étaient toujours bonnes à prendre et il fallait avancer, aujourd'hui, les Français sont beaucoup plus... alors je ne ferai pas l'analogie avec le vaccin pour la Covid, mais en tout cas, donc on est dans un environnement qui est celui-là. Bon, ce qui est sûr, c'est qu'on va y aller. Le 29, il y aura la vente aux enchères, et puis les opérateurs vont mettre l'accélérateur, parce que il faut bien le dire, la France est en retard par rapport à ses voisins européens. Il faut aussi dire concrètement que les constructeurs type Nokia, Ericsson ont fait beaucoup de bruit, mais objectivement, la 5G pour l'opérateur standard, c'est une mise à jour de son paradigme système. C'est pas une révolution en sens, on ne va pas planter de nouvelles antennes partout en France. C'est souvent une mise à jour technique des équipements déjà existants. Pour une partie des opérateurs sont déjà prêts d'ailleurs, pas grand chose à appuyer. Et quant aux nouvelles fréquences, on rappelle qu'elles sont utilisées pour le WiMAX, qui n'est pas très utilisé, oui, en tout cas. Mais en tout cas, les antennes sont là. Donc il ne va pas y avoir de changement révolutionnaire. Et puis ce qui pose vraiment question, c'est les fameuses fréquences millimétriques. Mais là, on a 3 ans ou 4 ans pour en reparler, parce qu'elles ne font pas, on le rappelle, l'objet de l'appel d'offres du 29 septembre. Donc il y a quand même... fait aussi peut-être beaucoup de bruit pour... oui, non, c'est sûr, mais bon, je pense que c'est un climat général en ce moment qui fait que... et puis, on a beaucoup attendu. C'est-à-dire qu'il est vraisemblable que si cette mise aux enchères avait été faite avant la période noire de la Covid, peut-être que ce serait passé... passer comme une lettre à la poste, voire mieux même. Voilà, mais bon, on est dans un climat un petit peu compliqué. Très bien. Bon, écoutez, Guy, on aura pour le coup sûrement l'occasion d'y revenir après la mise aux enchères. En attendant, je propose qu'on parle des événements de la semaine, parce que ça y est, c'est des événements à venir, parce que ça y est, je veux dire, malgré le Covid, l'actualité continue, les événements se poursuivent. On a retenu 2 choses, VMworld, et puis un événement dédié au monde d'Oracle. Voilà, alors maintenant on est parti dans le modèle virtuel. Ça, et pendant encore un bon moment, donc là VMworld, c'était quand même, ça faisait partie des grands messes avec des dizaines de millions de personnes, enfin des choses importantes, là que ce sera en mode virtuel. Donc ça c'est du 29 au 1er octobre. Donc on espère d'ailleurs avoir le patron de VMware France pour débriefer cette session. Et puis vous mentionnez aussi Oracle Cloud Application, donc ça c'est Oracle qui fait un peu le point sur ses applications SaaS. Donc ça sera aussi le 29 septembre. Très bien, et pour conclure, notre coup de gueule, et vous avez voulu revenir sur la loi, sur la sortie de Bruno Le Maire par rapport à la loi sur les GAFA, l'imposition des GAFA, avec d'ailleurs un exemple typique, puisque nos confrères de Capital ont sorti que Adobe était sous les fauches codines du fisc suite à une optimisation fiscale qu'on va qualifier poliment d'agressive. Voilà, alors donc comme vous le disiez, Bruno Le Maire en fait a fait une déclaration en disant que finalement les Américains ne voulaient pas de taxes GAFA, ce qu'on savait déjà d'ailleurs entre parenthèses. En tout cas, ils vont faire tout pour que ça ne puisse pas se faire, sachant que vous savez que finalement ça a été mis dans les mains de l'OCDE. C'est l'OCDE qui réfléchit à cette taxe sur les GAFA, et donc les Américains freinent des cas de fer. Il semblerait d'ailleurs qu'ils sont en train de pousser un pion, si je puis dire, enfin donc un Américain pour mettre à la tête de l'OCDE, puisque il va y avoir un changement à la tête de l'OCDE bientôt. Donc il est pas tout à fait anodin de comprendre que le fait de mettre un Américain à la tête de l'OCDE, il va pouvoir freiner un peu les... Et alors, comme vous mentionnez, donc même si Adobe, le A, c'est pas un des A des GAFA, en tout cas, c'est un acteur important dans notre secteur. Donc, il a été, comme vous le dites, épinglé par le fisc, et le montage, il est assez traditionnel. C'est-à-dire qu'en gros, on diminue l'activité de la filiale française, qu'on on reporte la facturation sur une filiale irlandaise qui va payer beaucoup moins d'impôts. Et qui elle-même est tenue d'ailleurs par une société installée aux Bermudes, donc bien connue pour ses compétences en matière d'informatique. Tout ça est assez la mécanique
général est assez connu. classique. Après, si on rentre dans le détail, c'est un peu plus compliqué. Et alors, ce qui est assez amusant dans cette histoire, c'est qu'en fait, c'est pour montrer que l'activité française était plus importante que ce que ne déclarait Adobe. En fait, ils ont vérifié sur LinkedIn pour vérifier que finalement, il y avait quand même des commerciaux qui avaient une activité présente sur le territoire français. Donc, je trouve que c'est assez amusant. Ça me fait un peu penser à, vous vous souvenez de Google avec Google Maps qui montrait toutes les piscines en Grèce, des maisons grecques qui n'étaient pas répertoriées par le fisc. Donc bon, c'est un petit clin d'œil, mais en tout cas c'est un gros sujet sur lequel il va falloir que l'Europe tienne bon, parce qu'il est tout à fait anormal que ces entreprises ne payent pas les impôts qu'elles devraient payer. Très bien, écoutez Guy, je propose qu'on conclue sur cette dernière phrase. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Je vous propose de nous retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Informatic News Hebdo. En attendant, très belle semaine à toutes et à tous. Merci.